Et dans l'idée, je vais commencer par faire un peu une présentation un peu théorique, en essayant que ça puisse devenir une discussion, parce que j'ai pas envie de parler pendant 1 heure tout seul, et voilà. Donc moi, ce dont j'avais envie de parler, c'est de la domination adulte et de comment elle a été un peu théorisée. Mon appui théorique principal, ça a été ce livre-là, qui s'appelle La domination adulte, qui a été écrit par Yves Bonnardel il y a quelques années et qui est une bonne base un peu théorique sur le sujet. Dans l'idée, j'ai essayé de pas trop parler de violence dans mon déroulé théorique là, mais bon, si jamais ça trigger des trucs, ou n'hésitez pas à sortir si vous avez besoin, n'hésitez pas à parler aussi si vous avez des choses à dire là-dessus ou sur autre chose. Je suis vraiment au début de mes recherches théoriques autour de la domination adulte, donc vraiment je suis super ouvert et preneur à l'idée que d'autres gens participent à ce que je vais dire là. S'il y a des gens qui ont envie de rajouter des trucs au milieu, n'hésitez pas à prendre la parole pour poser des questions, ajouter des choses, faire des réflexions. Alors, la domination adulte, très basiquement, c'est la domination des adultes sur les enfants et les adolescents. La problématique là-dedans, c'est déjà de définir qu'est-ce que c'est un enfant. L'enfant, il se définit, comme dans beaucoup de systèmes d'oppression, à l'opposé d'un adulte. Mais c'est toujours quelque chose d'assez paradoxal, où l'enfant, à la fois, il est considéré comme un être sauvage qu'il faudrait domestiquer, il faudrait lutter contre sa nature mauvaise ou maligne ou ce qu'on veut. Et dans l'autre côté, c'est en même temps un être qui est considéré comme innocent, et du coup, il faut le protéger de tout un tas de questions qui seraient des questions d'adultes, en fait. Il y a aussi l'idée dans qu'est-ce que c'est un enfant, c'est que un enfant, c'est toujours un être en devenir. Il n'a pas de considération d'existence propre. Il est toujours en train de devenir plus grand que ce qu'il est déjà. Il est toujours dans l'optique de finalement devenir un adulte. Et dans cette dynamique-là, il y a un peu cette idée que l'enfant va toujours valoriser ce que va devenir l'enfant l'année d'après, la semaine d'après, la classe d'après, mais pas ce qu'il est à ce moment-là. Et du coup, il va aussi, lui, souvent dévaloriser ce qu'il était avant, quand il était plus petit, parce que c'est valorisant d'être plus grand. Et toute la vie de l'enfant est finalement organisée dans le but final qu'elle devienne un adulte. Et donc l'enfant est un adulte en devenir, mais pas un individu propre. Yves Bonnardel, du coup, dans ce livre, il propose de penser la domination comme une oppression systémique, au même titre que le racisme, le sexisme, le validisme, etc. Selon lui, c'est entre autres le statut de mineur qui permet d'asseoir cette domination en enlevant tout un tas de droits aux enfants et aux adolescents de moins de 18 ans en France, mais à des âges variés en fonction des endroits et des époques. Parce que la minorité, elle s'est à certaines époques rallongée jusqu'à 30 ans. Donc c'est assez arbitraire et en fonction des espaces géographiques et des temporalités. Comme tous les systèmes de domination, la domination adulte, elle repose sur l'opposition stricte entre deux classes opposées qui seraient les adultes et les enfants, ou les mineurs et les majeurs. La domination adulte, c'est d'abord une domination patriarcale, parce que avant de parler d'autorité parentale ou de ce genre de choses, on parlait de la puissance paternelle, qui avait donc tous les droits sur ses enfants et sur sa femme. Donc il y a aussi des forts liens à faire avec les questions féministes.
dans Penser la domination adulte et tout ce qui en découle. Les adultes les plus importants de la vie d'un enfant, ce sont généralement les parents, dans une structure sociale où ce sont les géniteurs qui sont censés être la famille de l'enfant et ses parents. Yves Bonnardel, il a un regard très critique et radical contre la famille et il parle de cellule familiale comme la première prison d'un enfant. Où il considère qu'un mineur n'a quasiment pas plus de droits qu'un prisonnier et qu'en fait il doit demander pour manger, demander pour avoir à boire, demander pour accéder à tout un tas de droits. Comme dans beaucoup de systèmes de domination, il y a une naturalisation de cette famille, du fait que ce soit naturel qu'il y ait de l'amour entre les parents et des enfants, du fait que ce soit naturel que les parents soient forcément les meilleures personnes pour s'occuper des enfants qu'ils ont procréés. Cette naturalisation de la famille, elle s'inscrit aussi dans la naturalisation de l'hétérosexualité avec les rôles qu'on attribue à la mère et à la femme et à l'homme et au père. Et il y a notamment dans un autre ouvrage qui s'appelle Ni vieux ni maître, qui a été écrit par Claude Guillon et Yves Le Bonniec, je pourrais vous donner toutes les références dont je parle. Il souligne que la famille, elle n'est pas naturelle, mais elle est obligatoire et que l'enfant n'est pas le droit à la famille, mais qu'il est obligé d'en faire partie et d'y rester. Et Yves Bonnardel, il parle de fiction naturalisante des liens du sang pour parler de cette question d'une famille naturalisée. Le statut d'enfant, il fait aussi des enfants un objet, ou en tout cas quelque chose d'objectisé en opposition aux adultes qui sont sujets de leur vie et de leur existence. Yves Bonnardel dit « Tout se passe comme si les parents avaient la propriété de leurs enfants, c'est-à-dire en avaient à la fois l'usage et la responsabilité. » Et Yves Bonnardel, il reprend aussi le terme de Nicole Claude Mathieu qu'elle a utilisé pour parler du sexisme et de la situation des esclaves aussi, qui est le terme d'approprier. Les enfants sont appropriés par leurs parents ou appropriés par la société, mais en tout cas considérés comme des propriétés soit de l'État, soit de la famille. Après, sur un autre plan qui me semble intéressant, il y a aussi la question du vocabulaire qu'on utilise pour parler des enfants, du vocabulaire qu'on utilise aussi pour parler de notre rapport à eux. Parce que la violence de la domination adulte, elle est euphémisée par les mots qu'on emploie. On ne parle jamais du pouvoir des adultes, par exemple, sur les enfants. On parle de leurs droits ou de leur éducation ou de l'autorité des adultes. Et voilà, donc ça pose des questions sur comment on parle de notre rapport à eux et qu'est-ce qui est effectif ou pas, parce que si on parle d'autorité de l'adulte, l'autorité c'est censé être quelque chose de comme un commun accord, sans acte de coercition, donc c'est celui qui, entre guillemets, subit l'autorité, ou en tout cas se soumet à l'autorité, est censé consentir à cette autorité autant que celui qui la pratique ou qui est en position de pouvoir dans cette autorité. Il y a Catherine Baker aussi qui souligne la manière, le mépris qu'on utilise pour parler des enfants et de leur manière d'être et de faire. Et elle paraphrase une autre personne dont on parlera tout à l'heure qui s'appelle Janusz Korczak, et où elle dit « L'adulte prend son temps, l'enfant lambine, l'adulte pleure, l'enfant pleurniche,
l'adulte est persévérant, l'enfant est obstiné, l'adulte est parfois distrait, l'enfant seulement étourdi. Et donc l'idée qu'en fait chaque mot qu'on utilise pour parler des enfants est toujours plus méprisant que les mots qu'on utiliserait pour parler des mêmes actions des adultes. Une autre chose dans notre rapport aux enfants et dans aussi ce que ça produit dans la société, parce que la réflexion d'Yves Bonnardel et d'autres gens sur la domination adulte, c'est aussi de réfléchir à qu'est-ce que ça produit sur les adultes que deviennent ces enfants, et donc sur juste toutes les personnes qui constituent notre société. Et Yves Bonnardel, il souligne aussi la violence liée à il appelle ça la répression des phénomènes de décharge émotionnelle. Donc juste le fait qu'on ne permette pas aux enfants de crier, de courir, de se déplacer dans une salle de classe par exemple, de s'agiter, de rire fort, de bâiller fort, de tout ça. Et lui et d'autres penseurs et penseuses de la domination adulte défendent l'idée que ça crée des adultes amputés de leur capacité de gestion et d'expression émotionnelle en fait, et que du coup ça pose aussi des questions sur plus largement dans la société comment on gère ces questions-là. Et voilà. Et cette question de ce qu'on autorise ou pas aux enfants et ce que ça fait dans la société, c'est aussi dans l'autre sens que poser la question de la domination adulte, c'est aussi réfléchir à pourquoi on pense que certaines choses qui sont pour nous ok pour les adultes ne sont pas pour les enfants. Et donc la question est dans l'autre sens, est-ce que si c'est mauvais pour les enfants, est-ce que c'est vraiment bon pour des adultes? Et pourquoi est-ce qu'on pense que les adultes peuvent subir certaines choses que les enfants ne peuvent pas... dont il faut protéger les enfants, pourquoi on n'en protège pas les adultes? En fait, c'est un peu ça la question dans l'autre sens. Et la dernière chose sur la question de la domination adulte et le reste de la société, c'est que c'est la seule domination où tout le monde va passer du statut de dominé au statut de dominant. Et donc c'est aussi une domination qu'on peut penser comme une espèce de domination école un peu, quoi. Ce serait la domination qui nous apprend toutes les autres, qui nous apprend à se soumettre quand on est dominé, mais qui nous apprend aussi à être dominant et à valoriser le dominant et à plein de choses. Quand on parle de domination adulte et des enfants, elle arrive souvent la question aussi de la CID, qui est la Convention internationale des droits de l'enfant, qui a proclamé des droits de l'enfant, a été réécrite plusieurs fois, mais je crois que la dernière version, elle doit dater des années 80-90. Et en fait, beaucoup de personnes qui s'opposent à la domination adulte s'opposent à cette Convention des droits de l'enfant en considérant que, en fait, en leur donnant des droits, des droits spécifiques, on les prive des droits humains généraux, et que la majorité des droits qu'on leur donne dans la CID sont en fait des obligations. Parce que, par exemple, un des droits de la CID est le droit à la famille, mais c'est pas un droit à la famille, c'est une obligation de rester dans sa famille. C'est pas seulement le droit d'y accéder. Et à l'inverse, ils n'ont pas le droit complet de disposer d'eux-mêmes et de leur corps, de choisir leur lieu d'habitation, leur famille, leurs amis, leur activité principale, etc. Par rapport à cette Convention des droits de l'enfant, il y a plusieurs choses que je trouve intéressantes. Et la première dont je voulais vous parler un peu, c'est les luttes des mineurs contre le statut de mineur et les luttes des mineurs contre leur position. Parce qu'en fait, c'est quelque chose dont on ne parle jamais et que moi-même, avant de me pencher sur la question, j'ignorais que ça avait existé et que ça existait potentiellement encore.
Du coup, je voulais vous donner 2-3 exemples sur les luttes des mineurs pour leurs droits et préciser que la majorité des collectifs de mineurs qui se sont battus pour différents droits s'opposaient aussi à cette fameuse Convention internationale des droits de l'enfant. Alors, le premier, c'est un mouvement de jeunesse qui a existé au XXe siècle et qui a quand même eu pas mal d'importance parce qu'il a compté jusqu'à 45 000 membres en Allemagne. Donc c'était un gros mouvement. C'était à l'origine une organisation... En fait, c'était un mouvement de jeunesse qui s'est transformé en quelque chose qui pourrait sûrement ressembler aux scouts laïcs ou des choses comme ça, mais sauf qu'il n'y avait pas d'adultes dans ces organisations. C'était que des mineurs entre eux qui organisaient leurs vacances et d'autres choses et qui étaient dans une lutte politique très claire. Une des circulaires du mouvement qui est citée là dit « Camarades, nous sommes un dans la haine des institutions de cette vie et de ce temps. Nous demandons qui est responsable de cette vie, de ces institutions, de cette culture, qui a sur la conscience ces États, ces écoles, ces églises, cette politique, cette presse et tant d'autres choses, les adultes. » Donc c'est tout un mouvement qui va en fait être dissous notamment par le nazisme en Allemagne et qui va être petit à petit interdit puis dissous en gros. Et donc qui n'existe plus aujourd'hui mais qui a pris beaucoup de place dans l'autonomie des mineurs avant 1935-40. Ensuite, je voulais vous parler d'un autre truc plus proche de nous qui est le Front de libération de la jeunesse qui existait en 1971 en France, qui a existé à Paris et dans d'autres villes et qui a créé un manifeste et qui a créé pas mal de rassemblements et de luttes contre le statut de mineur pour tout un tas de droits pour les mineurs, notamment celui de choisir leur famille, de potentiellement travailler. Et pas très longtemps après, en 1978, en France, il y a un collectif qui s'appelle Mineurs en lutte qui apparaît. Ça, c'est un des gros mouvements des mineurs contre l'obligation familiale, puisque c'est des collectifs qui étaient composés de mineurs en fugue, qui avaient fugué soit de leur foyer... Enfin, les premiers, c'était des mineurs qui avaient fugué de leur foyer éducatif, et ensuite, ça a été des mineurs qui fuguaient des conflits de leur famille. Et donc, c'est un collectif parisien qui a rassemblé jusqu'à 60 mineurs militants qui ont créé un journal qui s'appelait Le Péril Jeune. Ça, c'est un des couvertures du journal qui donc défendait la fugue comme outil politique de lutte contre l'obligation à vivre dans leur famille ou à vivre dans des foyers d'éducation. Et c'est quand même un mouvement qui a eu un certain retentissement au moment où ça a eu lieu. Il était défendu par des journaux comme Libération. Donc il y avait quand même c'était pas juste 60 mineurs tout seuls qui communiquaient avec personne. Et c'était encore une fois des mineurs qui revendiquaient l'aspect politique de leur position. C'était pas juste... parce que c'est souvent quelque chose qu'on enlève aussi aux mineurs. Et enfin, pour finir dans les trucs qui existent encore aujourd'hui, c'est les organisations nationales ou internationales de mineurs travailleurs. Donc ça, c'est plus existant sur d'autres continents que l'Europe parce qu'il y a un beaucoup plus grand pourcentage de mineurs qui travaillent. Mais du coup, dans l'ouvrage, là, il y a plusieurs exemples de mouvements nationaux ou internationaux qui existent depuis au moins 20 à 30 ans, qui sont des organisations qui ne sont organisées que par des
mineurs qui travaillent. Alors après, le statut de mineur étant différent en fonction des pays, ça va à peu près jusqu'à 23 ans, des gens qui sont présents dans ces organisations, puisqu'il y a des pays où la minorité continue jusqu'à 23 ans. Et du coup, il y a eu plusieurs rencontres mondiales des mineurs ou des jeunes travailleurs. Et toutes ces organisations se sont elles aussi prononcées contre la Convention internationale du droit de l'enfant, et la raison principale étant que cette convention interdit aux enfants de travailler, que la majorité de ces mineurs revendiquent le droit au travail des mineurs, tout en s'opposant à l'exploitation de leur force de travail et à la mise en danger de leur intégrité physique due au travail, etc. Mais donc, par exemple, là, en 1996, il y a eu une grosse rencontre d'organisations d'Afrique, d'Amérique du Sud et d'Asie en Inde. Et lors de cette rencontre, ils ont rédigé des revendications qui sont les suivantes. Nous voulons tous que l'on reconnaisse nos problèmes, nos initiatives, nos propositions et nos processus d'organisation. Bonjour. Nous sommes contre le boycott des produits fabriqués par les enfants. Nous voulons pour notre travail le respect et la sécurité. Nous voulons une éducation avec des méthodes qui soient adaptées à notre situation. Nous voulons une formation professionnelle adaptée à notre situation. Nous voulons avoir accès à de bonnes conditions de soins et de santé. Nous voulons être consultés pour toutes les décisions nous concernant, locales, nationales et internationales. Nous voulons qu'une lutte soit menée contre les raisons qui sont à l'origine de notre situation et en premier la pauvreté. Nous voulons qu'il y ait plus d'activités dans les zones rurales pour que les enfants ne soient pas obligés de partir en ville. Nous sommes contre l'exploitation de notre travail, mais nous sommes pour le travail digne avec des horaires adaptés pour notre éducation et nos loisirs. En fait, la majorité des mineurs travailleurs revendiquent le droit à travailler, notamment pour maintenir leur indépendance vis-à-vis de leur famille ou des autres adultes, et aussi défendre l'idée que ça permet d'avoir une place dans la société autre que dépendre des autres, et donc de se sentir faire partie de la société et des gens qui les entourent. Donc voilà. Après, il y a eu une autre rencontre en 2002 du mouvement mondial des enfants et des jeunes travailleurs. Et après, il y a plein d'exemples. Et vraiment, je vous invite à lire au moins le premier chapitre de ce livre, parce que du coup, c'est tout un chapitre sur les luttes des mineurs depuis le 19e siècle. Et c'est quand même très intéressant de se rendre compte de tout ce qui a pu se passer à ces moments-là. Pour ce qui est des réponses qu'on peut apporter à ça, je trouve qu'il y a une réponse qui est aussi intéressante, qui est proposée par John Holt. Pareil, je vous écrirai tous les noms après. Mais c'est... en fait, il propose pas de mettre les enfants au même statut exact que les adultes, mais il propose que tous les mineurs aient accès aux droits des majeurs sur simple demande. Du coup, ça permet de les maintenir dans un statut de protection sur certains points, tout en leur permettant d'accéder à des droits comme celui de voter ou de travailler ou de s'émanciper de sa famille, etc., sur leur propre demande. Donc je trouve que c'est un point de vue qui est intéressant. Pour ce qui est du lien avec nous, toutes nos études et ce qu'on peut faire en lien avec les questions de genre ou les questions de domination en général, je trouve que c'est un... Est-ce que ça a toqué ? Non. Je trouve que c'est un... Enfin, je trouve que la domination adulte est intéressante à réfléchir parce que déjà elle est en lien avec plein d'autres questions de domination. Je parlais tout à l'heure des questions féministes et je pense qu'il y a plein de liens à faire sur les luttes contre la séparation de la vie publique et de la vie privée, sur la lutte contre l'enfermement dans la famille et l'idée que l'intime est politique, etc. C'est tout des choses qu'on peut remettre dans les questions de lutte contre les dominations adultes et contre les violences faites aux enfants. Et comme je disais tout à l'heure, c'est aussi que c'est la domination que tout le monde va subir enfant
et donc qui est le moyen aussi d'apprendre toutes les autres dominations et de passer au travers de ça. Et voilà, globalement, je pense que, enfin, voilà, pour finir, je recite Yves Bonnardel qui dit que l'enfance telle que nous la concevons est un mythe qui correspond peu à une réalité donnée, mais fort à une réalité construite et proclamée. Notre idée de l'enfance, d'une enfance incapable, infirme et irrationnelle, est autoréalisatrice ou, comme on le formule désormais volontiers, performatrice. Elle produit ce qu'elle énonce et organise. Je pense que ça résume bien ce que je disais et ça résume bien l'idée que la domination adulte est une oppression systémique au même titre que plein d'autres et qu'elle est construite au même titre que plein d'autres. Voilà tout ce que je voulais vous dire. Je ne sais pas si vous avez des questions ou si vous avez envie de partager des trucs que ça vous évoque ou que ça vous... quelque chose. Est-ce que tu pourrais écrire le nom des personnes? Oui, 100%. Alors, j'ai cité celui-là. Je vais en prendre un qui est un peu mieux. Je crois que c'est tout. Merci. De rien. Je sais pas si vous arrivez à lire ou il faut de... Il y a des reflets. Non mais sinon vous pourrez venir en face. C'est Catherine Baker, la première. Et je sais pas, oui. C'est plutôt trois réflexions. Par rapport à la domination, je trouve intéressant l'approche, c'est plutôt marxiste, deux groupes qui s'opposent, mais on peut aussi envisager une approche dans une optique plutôt Foucauldienne, où il y a des rapports de pouvoir qui jouent, parce que, en fait, je pense aussi que les parents, ils sont des injonctions qui viennent de l'État, des éducatrices spécialisés, donc là, il y a des rapports de pouvoir et des enfants, du coup, on dirait qu'ils peuvent aussi exercer certains rapports de pouvoir avec les parents. Donc là, on voit bien qu'il y a un peu un jeu par rapport au contexte. Et du coup, je pense aussi qu'il sera plutôt intéressant de penser à une approche intersectionnelle de l'enfance, justement ce qu'il dit, parce que par exemple par rapport au travail, les droits au travail, donc on voit bien que c'est lié à la classe sociale, on voit bien que c'est lié au pays. Donc, si c'est un pays pauvre, c'est normal, entre guillemets, qu'un enfant aide les parents, un enfant de 10 ans. Donc du coup, ici, c'est pas possible en Europe. Donc aussi, on peut déconstruire la notion égocentrée de l'enfance. Et aussi par rapport, par exemple, à les questions autour de l'identité des gens, la possibilité d'explorer la sexualité, et c'est un sujet tabou à tout ce qui se passe actuellement à l'école, et la difficulté à mobiliser des ressources pour sensibiliser autour de ces thématiques, et tout ce regard un peu moraliste, entre guillemets aussi, l'enfant, il faut justement le protéger parce qu'il n'est pas encore très prêt pour explorer la sexualité, pour décider de l'identité des gens. Donc, c'était
plutôt de réflexion un peu. Je me posais un texte. Trop bien. Mais par rapport à ce que tu disais au début, là, de l'injonction avec les parents aussi, enfin, sur les parents plutôt, il en parle pas mal dans le bouquin. Là, j'ai vraiment aussi enlevé beaucoup de choses parce que sinon c'était trop long. Mais oui, enfin, il parle pas mal de l'idée que, en fait, les parents sont. En gros, il défend l'idée qu'on est passé de la puissance paternelle, qui était la figure d'autorité, de pouvoir dans la famille, autant sur les femmes que sur les enfants, et même que sur éventuellement d'autres gens qui travaillaient pour la famille, etc. Et le passage de ça à une autorité parentale soumise à l'État qui a beaucoup plus de droits dans la famille que n'en avait l'État avant dans la famille qui était encore plus fermée et l'unité intouchable, quoi. Et donc, oui, il défend pas mal l'idée que maintenant, les parents sont des outils de l'État pour fabriquer des adultes adéquats. Je sais pas s'il y a d'autres réflexions ou d'autres choses que vous voulez partager. D'autres questions. Non, moi je trouve, on a un petit peu déjà parlé, mais ce que je trouve hyper intéressant, c'est ce que tu disais à la fin de comprendre comment tu l'as dit, mais de comprendre la domination adulte, donc comme une première domination qu'on subit et qui nous, en quelque sorte, nous socialise ou à la façon de subir d'autres dominations dans le futur. Non, c'est là vers la fin que tu disais quelque chose comme ça. Et je trouve que ça pose plein de questions aussi de comment sensibiliser aux plusieurs rapports de pouvoir que les enfants peuvent retrouver plus tard ou qu'ils subissent déjà, de retourner le regard et de se dire que les enfants sont déjà conscients de plein de choses et qu'ils ont peut-être un regard déjà différent le regard qu'on a nous envers ces rapports de pouvoir, ces oppressions, etc. Je sais pas. Mais voilà. Ça. Je sais pas comment l'articuler là maintenant, mais ça s'enchaîne plein de réflexions. Moi, je me demandais s'il y avait eu, si de ces rencontres entre mouvements de jeunes et de mineurs, il y avait eu des acquis sociaux et en termes de droits qui avaient découlé de ça. Ouais, il en parle un peu dans certains pays, notamment je crois en Amérique latine, il y a plusieurs pays où ils ont réussi. En fait, la problématique, c'est comme la majorité des pays a adopté la Convention internationale des droits de l'enfant, le travail des mineurs est interdit, donc il n'y a pas de législation du droit du travail des mineurs, ce qui fait que, en fait, il y a tous les droits contre les mineurs dans leur travail. Et du coup, une des revendications de ces mouvements, c'est d'acquérir un droit du travail soit spécifique pour les mineurs, soit juste de dépénaliser le travail des mineurs pour leur permettre de rentrer dans le droit du travail. Du coup, je crois qu'il y a certains pays, notamment en Amérique latine, où ils ont réussi à demander ça et à instaurer certaines législations par rapport à ça. C'est juste par rapport à cette question de travail des mineurs, c'est vrai que la question de contexte de pauvreté de certains pays oblige parfois les parents à laisser les enfants travailler. Et c'est pour ça qu'il y a parfois des arrangements où l'enfant peut travailler à mi-temps et poursuivre ses études et ses loisirs aussi après, dans la journée. C'est parce que les États ne peuvent pas combattre le fait que la pauvreté oblige certaines familles à ce que les enfants travaillent. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est
cette domination des mineurs, l'état de mineur, peut continuer même jusqu'à l'âge adulte, particulièrement pour les femmes et certains contextes, donc, où la femme est toujours considérée comme mineure. Hein. Elle ne peut pas prendre certaines décisions, elle ne peut pas faire certaines choses. Donc cet état de mineur peut continuer même à l'âge adulte chez les femmes. Et donc c'est quand même une vraie contrainte. Oui. Mais dans le livre de Yves Bonardel, il parle du Code civil de Napoléon qui établissait un statut de mineur pour globalement toutes les personnes qui sont discriminées aujourd'hui, c'est-à-dire les femmes, les personnes en situation de handicap, les enfants, les adolescents et les esclaves slash d'autres statuts proches de ça, quoi. Moi, je me questionnais par rapport à un moment, tu as dit qu'il y avait la comparaison entre les enfants et les prisonniers. Et du coup, en parlant de lutte des mineurs, etc., comme il y a, notamment, je ne connais pas le contexte partout, mais en France, on peut aller en prison à partir de 13 ans. Et du coup, je me demandais si sur les luttes des mineurs, il parle aussi des luttes des mineurs incarcérés, ou s'il y a des ponts qui sont faits, ou si c'est pas du tout une question qui est abordée plus que cette comparaison que tu as évoquée. J'ai plus l'impression qu'il y a un gros lien entre lutte anticarcérale en général et lutte contre la domination adulte. Je pense qu'il y a beaucoup d'écrits depuis le 19e où les gens sont et anticarcéraux et contre la domination adulte. Après, sur la question des mineurs incarcérés, je me rappelle plus, en tout cas dans les mouvements dont tu parles actuellement, notamment des mineurs travailleurs, la question elle n'est pas là. Après, potentiellement, par contre, sur d'autres trucs plus anciens où là, oui, il y avait des liens avec les mineurs délinquants, les mineurs... ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions, remarques, quelque chose? Sinon, s'il n'y en a plus, on peut faire 10 petites minutes de pause et après on passe à la deuxième partie du matin, en sachant qu'on n'est même pas en retard trop. Donc c'est pas mal. Et voilà.